repas déjeuner avec son animation au GCSMS, donc d'agglomération, aux aides à domicile, les aides web, internet pour l'assistance des personnes en difficulté, et une provision pour un fonds de soutien aux étudiants, le tout donc pour 7 000 €, donc avec une demande de subvention à 6 500 € approuvée à l'unanimité, issue du budget principal, hein, j'insiste. Mais le CCAS gère son budget indépendamment du budget principal, une fois qu'il est amendé. Ensuite, délibération correspondant à une convention consécutive d'un groupement de commandes pour l'achat d'actions de formation et d'habilitation de sécurité des personnels territoriaux. Vous m'avez donné l'autorisation de signer la dite convention à donc l'unanimité, 15 voix pour derrière. Voilà, la séance a été levée à 21h30. Est-ce que vous avez donc des remarques sur l'ordre du jour? Des éléments reçus? Je vais passer au vote. Des votes contre, des abstentions. Donc tout le monde est d'accord pour l'ordre du jour du précédent. C'est parfait. Merci. Alors, nous allons passer à la délibération numéro 1. Révision de tarifs de repas du restaurant scolaire et de la garderie. Excusez-moi. Voilà. Donc, il faudrait presque éteindre un peu la lumière pour permettre d'avoir un peu de... On a la possibilité, ou c'est pas des lumières qui s'allument automatiquement? Non, automatique. C'est automatique. Ouais. Bon, allons-y. Donc, je vais donner la parole. Le mieux, c'est que l'adjointe aux affaires scolaires, Nathalie Conil, qui a conduit en plus la commission dans laquelle vous avez pu échanger sur la question des tarifications du périscolaire, restaurant, enfin cantine ou garderie, va vous présenter la délibération. Alors, je vous rappelle la réunion de la commission scolaire qui a eu lieu le mercredi 5 mai 2021 concernant la révision des tarifs des repas cantine et de la garderie. Elle explique que face à l'épidémie de la Covid-19 et afin de respecter le protocole sanitaire, la mairie a dû embaucher plus de personnel et acheter plus de produits de nettoyage. De plus, avec l'augmentation des effectifs scolaires, il y a eu une augmentation significative des denrées alimentaires. Je vous rappelle aussi que le prestataire Restoria révise tous les ans en septembre ses tarifs en fonction de l'indice donné par l'INSEE. Restoria prépare aussi 70% des produits frais. Donc, nous estimons une augmentation du prestataire Restoria de 2,5% qui ne sera confirmée début septembre. Donc, le coût du prestataire passerait à 2,53 € au lieu de 2,47 €. Et sur les 2 années précédentes du tableau, le tarif du repas aux parents était de 3,17 €. Donc, nous proposons une augmentation de 2%, c'est-à-dire 0,06 centimes d'euros. Et le coût du repas aux parents serait de 3,23 €. Ce tarif permet de laisser le même écart en fin de compte entre le tarif et le coût, qui serait de 0,70 centimes. C'est un rappel à des tarifs qui étaient déjà par restaurant donnés tous les ans, avec un écart à peu près équivalent et des hausses qui ont varié au fil des années entre 2,21% et 2,99%. Donc en fait, Nathalie et son service vous ont fait une moyenne, hein, et ont choisi à travers 2%, non seulement une moyenne basse, mais même en dessous des hausses antérieures que nous avons déjà eues jusque-là. Donc c'est vraiment un souci d'essayer de respecter un écart très faible entre donc le coût et le prix de vente. Et c'est un tarif cet écart ne tient évidemment pas compte, et ça n'est jamais calculé, amorti. L'écart est tellement faible qu'il n'intègre pas tous les frais de personnel, tous les frais de cantine, les investissements de construction, l'achat de tables, de chaises, de vaisselle, l'eau, l'électricité, enfin, tout ce enfin, une cantine, enfin, un repas servi dans une cantine scolaire dépasse largement les simples coûts des produits achetés à un prestataire.
Donc ensuite, concernant les adultes, très peu de repas sont commandés. Donc le tarif actuel des adultes est de 377 €. Donc le tarif est quand même assez faible comparé à d'autres communes. Donc nous proposons une augmentation qui passerait à 4,50 €, c'est-à-dire une augmentation de 19,36%. Donc, et là aussi, l'écart entre le tarif et le coût serait de 0,70 centimes. Ensuite, nous proposons aussi une augmentation de tarif garderie. Donc ça n'a pas été, les tarifs de la garderie n'ont pas été augmentés depuis 2016, c'est-à-dire 5 ans. Après une enquête aussi auprès de plusieurs communes, ça nous a permis de faire le point, de faire un comparatif. Donc nous envisageons de réviser le tarif garderie de 1,22 € par demi-heure à 1,25 € de l'heure par demi-heure aussi, c'est-à-dire une augmentation de 0,03 centimes d'euros. Et le goûter est inclus aussi dans la demi-heure. C'est-à-dire entre le moment du goûter de 16h30, c'est la première partie où il goûte, enfin, la première demi-heure. Donc on va passer au vote. Est-ce que déjà vous avez des questions, des compléments d'information? Je sais que pas mal de monde s'est déplacé pour la commission qui avait été organisée, mais des personnes n'ont peut-être pas pu venir, ou entre-temps vous avez peut-être échangé sur la question. Des questions complémentaires? Moi j'ai juste une remarque, ça n'a rien à voir. Je suis surpris qu'on fasse garderie et restaurant scolaire en même temps. On aurait pu faire 2 délibérations séparées. On peut encore les dissocier si nécessaire. C'est simplement parce que si quelqu'un veut voter pour une augmentation, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on a le cas? C'est pour ça que... Est-ce qu'on a le cas? Apparemment, la commission s'était prononcée à l'unanimité, mais on peut encore séparer les 2 délibérations. On peut même, dans le même vote, séparer en 2 fois, une partie pour la cantine et une partie pour la garderie. Ça ne pose pas de problème formaliste à partir du moment où c'est exprimé, écrit noir sur blanc. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'il y a sur le sujet, justement sur la question, des questions, des informations, des demandes d'explications complémentaires? Non. Est-ce que quelqu'un veut qu'on vote séparément ou on peut voter en même temps les 2 hausses? Est-ce que quelqu'un veut un vote séparé? Je pense qu'on peut faire cantine et puis après... si tout le monde est d'accord, Nathalie, si tout le monde est d'accord, ce n'est pas nécessaire. Si tout le monde est d'accord, alors est-ce que clairement, en s'exprimant, est-ce que clairement quelqu'un veut absolument séparer les deux tarifs? Non. Non? Donc on peut passer au vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc les votes pour? Tu es 2. Voilà. Voilà. Donc la proposition est votée par 14 voix pour et 1 voix contre. Ensuite, demande de subvention 2021 à la CDA La Rochelle pour la fête du 14 juillet. Je vais laisser la parole à Chantal Cherconnet-Quintin, donc adjointe déléguée à la vie du village, qui va vous détailler un petit peu les dépenses recettes et le besoin de subvention nécessaires pour ce programme, dont vous avez déjà également discuté à l'occasion d'au moins 1 ou 2 ou 3 commissions d'ailleurs. Je crois que c'est une sur l'ensemble. Alors pour cette fête du 14 juillet 2021, on pense qu'il y aura certainement des mesures sanitaires à respecter. Donc on repart sur la même idée que l'été dernier, c'est-à-dire un pique-nique et des food trucks à disposition des gens qui viendront se servir, et on pourra respecter les distanciations qui seront certainement
d'actualité à ce moment-là. On a additionné cette année à la fête du village un vide-grenier. Quand je regarde l'exposé sur les dépenses, on a mis une somme pour l'apéritif plus importante que l'année dernière parce que il y aura un verre d'apéritif pour les exposants du vide-grenier. Il y aura l'accueil des nouveaux arrivants qui n'était pas l'été dernier, qu'on n'avait pas fait l'été dernier, donc on espère pouvoir le faire cette année. Donc on va faire un gros apéritif, enfin pas à manger probablement, mais un gros canard froid qui plaît toujours chaque année, et on va le faire en beaucoup plus grand. En plein air. En plein En air, respectant voilà, hors salle des fêtes de toute façon pour éviter l'effet de regroupement. Hein. On prévoit oui, de la distanciation et de la rigueur par rapport à tout ça qui seront probablement édictés à la dernière minute, mais on se prépare pour être dans les normes et pour pouvoir faire la fête quand même. Donc on a prévu de faire plaisir à toutes les familles, les enfants, les plus anciens. Alors pour les enfants, on fait venir une petite ferme qui sera installée sur le terrain Perrault. Un petit bout de jardin qu'on a acheté l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans. Ou il y a 2 ans peut-être. Ils seront comme ça, ils seront dans l'herbe. Plutôt que de les mettre sur la place du pressoir, ce sera plus adapté à leur activité. On aura un magicien, mentaliste, il fait du close-up, il naviguera parmi les gens qui seront au pique-nique ou aussi dans le vide-grenier. Et on aura cette année Au plaisir de chanter qui revient avec un nouveau spectacle. Donc on est assez nombreux à les connaître et à les avoir appréciés. Donc je pense que voilà, ça va faire plaisir à une grande partie de la population. Donc on a en prestation, en totalité, il y en a pour 3 530 €. En décoration, on a prévu un petit peu plus que l'an dernier aussi, parce qu'on va peut-être essayer de faire quand même aussi le long de la rue du Moulin où il y aura le vide-grenier, des décorations festives. En communication, on a prévu 300 € et en personnel communal pour gérer tout ce qui est technique, tout ce qui est locaux techniques, du personnel pour nous aider. Voilà, donc en totalité, les dépenses se montent à 4 940 €. En recette, on prévoit une cinquantaine d'exposants à 3 € le mètre linéaire, donc environ 300 € de recettes. Le budget communal restera, après la participation de la CDA, il nous restera, nous, 2 170 € sur notre budget. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, les 300 € là, c'est 50 exposants pour 3 mètres linéaires, minimum 2 mètres linéaires. Mais s'il y a des exposants qui veulent 4 mètres, Oui, Ça sera en plus. sera en plus. Oui, ça sera en plus. C'est un minimum. C'est un minimum. C'est toujours les recettes en minimum, les dépenses en maximum, et après, ça nous permet de... alors pour cette fête, tous ceux qui seront disponibles ce jour-là seront les bienvenus pour donner un coup de main à manipuler les tables, les chaises, les installer le matin et le soir. C'est surtout les 2 moments clés, quoi. Pour le marquage, on a déjà des équipes qui sont prêtes à le faire la veille. Et pour accueillir les gens, et les exposants dès 6 h le matin, on a déjà 2 volontaires. Ouais. Bravo, merci nos volontaires.
Mais pour le reste de la journée, et surtout, c'est l'installation des tables et des chaises qu'il faut se porter le matin et le soir. Ce serait bien qu'on ait un petit coup de main supplémentaire. Donc, je rappelle que la délibération porte uniquement sur l'autorisation, puisque de toute façon, le 14 juillet, les dépenses d'animation étant déjà inscrites au budget et ne dépassant pas l'enveloppe dont dispose la vie du village sur ce type de budget, la délibération porte sur votre accord pour demander la subvention à la CDA qui, pour ce type d'animation fédératrice autour d'un village, etc., autorise des demandes à 50% par rapport à l'ensemble du budget. Donc, si vous avez d'autres questions pour Chantal, sinon on peut passer au vote. On peut passer au vote. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Donc, unanimité sur la fête du village. Ça sera sûrement un événement, puisque beaucoup de choses n'ont pas pu se faire exister depuis longtemps. C'est sûrement un événement qui fera beaucoup de bien à beaucoup de monde. Par contre, il faudra être vigilant quant à la capacité d'absorption. Même le nombre d'explosions sera quand même automatiquement limité sur la superficie globale des emplacements que vous allez choisir tous ensemble. Donc, c'est la rue du Moulin, par exemple, pour le vide-grenier. Mais il faudra être assez strict pour éviter des dépassements, parce que nous aurons de toute façon toujours à prévoir un protocole. Donc, même si c'est un grand moment nécessaire pour la population, il faudra quand même qu'on maîtrise les débordements et essayer d'éviter qu'il y ait trop de regroupements à tout moment. Même s'il n'y a aucune contamination à l'extérieur. Même s'il n'y a aucune contamination à On l'extérieur. respectera le protocole. Même si le plus grand nombre d'habitants est vacciné, même si, etc., il faudra bien penser à travailler en amont dans la préparation avec Chantal. En même temps. Voilà, sur un protocole. Merci pour les habitants. Lotissement des Lucioles, transfert des espaces communaux, donc des espaces du lotissement d'ailleurs, dans le domaine public communal. Je vais passer la parole à M. Xavier Lannelongue, donc Premier maire adjoint délégué à l'urbanisme, à la voirie et au réseau, pour qu'il nous parle un petit peu de ce transfert du lotissement Les Lucioles. Je rappelle que les Lucioles, c'est Charon-Forgeron. C'est qui donne sur la rue du Dognon, pour information. Le 26 mai 2014, par la délibération du 26-05-2014-04 relative à la convention de rétrocession pour la remise dans le domaine public de la commune des terrains et équipements communs du lotissement Les Lucioles, nous avions déjà délibéré. Il avait été exposé que la commune acceptait le principe du transfert et du classement dans le domaine public communal des dits équipements et ouvrages communs une fois les travaux terminés. Le conseil municipal avait alors approuvé le projet de la convention et avait autorisé Madame le maire à signer la dite convention, ainsi que l'acte notarié nécessaire au transfert et toutes les pièces s'y afférentes. Les travaux sont terminés et sont conformes après vérification auprès des différents prestataires. Le transfert peut donc s'opérer. Nous demandons donc au conseil municipal de confirmer l'autorisation de signer tous les actes relatifs à ce transfert chez maître Cassou de Saint-Mathurin à la Jarrie. Est-ce que vous avez des questions? Certains d'entre vous ont suivi ce lotissement depuis longtemps déjà, ont assisté à sa création, son développement, etc. Le lotissement maintenant est complet. Je sais que des commissions ont déjà eu lieu où le sujet a été discuté, donc déjà bien éclairci. Mais est-ce que vous avez des questions complémentaires, des interventions? Oui, moi j'ai une question par rapport au regard que vous avez signalé là. J'ai constaté que ça n'avait pas été repris. Est-ce qu'il y a un planning de... Alors, comme je vous ai déjà répondu, effectivement, vous aviez alerté
m'aviez alerté sur ce problème, nous l'avions déjà identifié. Cette réfection est prise en charge par la RES directement et devrait se faire dans les semaines qui viennent. Comme ça concerne donc en fait un regard pour ça l'eau concerne potable. une modification qui a été faite sur le domaine, donc sur le trottoir. La réfection n'avait jamais été faite, nous l'avons fait remarquer à la RES, puisque c'était eux les maîtres d'ouvrage, et ils se sont engagés à le faire assez rapidement. Je pense qu'on peut faire confiance à la RES, on est au niveau des institutions à ce niveau-là derrière. Ils sont responsables des ouvrages, encore plus dans le cas, comme c'est actuellement le cas, d'un futur transfert d'ici fin juin à la communauté d'agglomération. Donc si à terme la RES ne le faisait pas, ce serait de toute façon la CDA La Rochelle qui finirait le travail sur la question, puisque ça n'est plus la commune qui est responsable de l'eau potable et c'est un regard d'eau potable. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, des votes contre, des abstentions, donc des votes pour, unanimité. Merci. Alors, délibération suivante, un peu plus technique, c'est l'adoption du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est la CLECT, la fameuse CLECT, qui est une commission de la communauté d'agglomération La Rochelle, qui permet d'arbitrer entre les 28 communes au moment du transfert d'une compétence. Là, en l'occurrence, il s'agit de la compétence des eaux pluviales urbaines, la fameuse GEPU. Donc, les participations des 28 communes dans la contribution de l'enveloppe globale de l'agglomération qui financera à la place des communes, qui finance déjà à la place des communes à la fois les frais de fonctionnement sur l'entretien des réseaux sur les 28 communes de l'agglomération, mais aussi toutes les grosses enveloppes d'investissement pour refaire les réseaux d'eau pluviale des 28 communes de l'agglomération. Donc cette commission s'est réunie et je rappelle que Xavier Lalonde est titulaire à la CLECT, donc il a participé au débat et aux discussions de la CLECT où je suis également suppléante. Donc c'est Xavier qui va vous présenter un peu la suite des débats houleux toujours quand il s'agit d'affaires financières sur un transfert de délégation. Donc, comme vient de le dire Madame le maire, le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération de La Rochelle est devenue compétente en matière d'eau potable et de gestion des eaux pluviales urbaines. Comme chaque transfert de compétences et modifications statutaires doit faire l'objet d'une évaluation financière des charges et des recettes. À ce titre, et conformément à l'article 1609 C du Code général des impôts, la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, s'est réunie donc le 1er avril 2021 et a approuvé son rapport sur l'évaluation financière de ces transferts de compétences. Le rapport de la CLECT vous a été envoyé en même temps que la convocation au conseil municipal. Afin d'adopter définitivement ce rapport et de fixer le montant des attributions de compensation des communes, le rapport de la CLECT doit maintenant être approuvé à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des communes de la communauté d'agglomération. Une fois adopté, ce rapport de la CLECT permettra ainsi de calculer et fixer les attributions de compensation définitive entre les communes et la CDA. S'agissant des attributions de compensation, la CLECT propose de distinguer les charges transférées en fonctionnement de celles transférées en investissement. Ainsi, il est proposé de créer une attribution de compensation en investissement afin de maintenir en section d'investissement du budget les charges évaluées en investissement. Les dépenses de fonctionnement transférées resteront impactées sur l'attribution de compensation classique actuelle. Le tableau pour la commune de Clavette, l'attribution de compensation de fonctionnement actuelle est de 4 497 €.
Le transfert de charges GPU en fonctionnement est de 5 037 €. La nouvelle attribution de compensation de fonctionnement est donc de moins 540 €. Qui nous seront facturés, que nous devons retransférer à l'agglomération dans le cadre du fonctionnement. L'attribution de compensation d'investissement, actuellement, elle est de 0. Le transfert de charge GPU en investissement est de 7 306 €. Et donc, la nouvelle attribution de compensation d'investissement est donc de moins 7 306 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLEC et d'approuver la création d'une attribution de compensation en investissement pour imputer les charges transférées d'investissement. Alors, peut-être quelques précisions. La GPU, contrairement à l'eau potable ou à l'assainissement, donc la GPU c'est l'eau pluviale, en fait l'eau de pluie, est récupérée de deux façons, soit dans tous les nouveaux lotissements déjà depuis, on va dire, une quinzaine d'années, en direct dans le sol, sans canalisation particulière, avec des bassins de rétention liés aux nouveaux lotissements. Chaque maison doit elle-même donc renvoyer sur sa parcelle ses eaux pluviales usées, soit, comme c'était le cas auparavant dans les on va dire, pardon, que soit comme c'était le cas auparavant dans les vieilles communes qui avaient des bourgs très importants, très denses et très regroupés, par un repiquage donc des Gouttières. Comment ? Des gouttières. Des gouttières, tout à fait, qui renvoient dans un réseau enterré, un réseau pluvial enterré. Dans notre cas, le bourg de Clavette étant très regroupé, nous n'avons que deux petits hameaux qui, eux, n'ont pas de canalisation enterrée, mais en tout cas, pour Clavette, le bourg principal, le vieux bourg étant assez ancien, on est donc sur un système de récupération pour, on va dire, 50% maintenant de la commune, environ, peut-être pas tout à fait, mais pas loin, dans ces réseaux qui doivent être entretenus. C'est le cas des réseaux d'investissement. Ça a été le cas de la réfection des billettes parmi les multiples travaux qui ont été accomplis. L'arbitrage a été compliqué au niveau de la CLECT et c'est pour ça que vous avez un tableau qui est très intéressant qui vous donne à la fois en fonctionnement et en investissement les équilibres de répartition au niveau de chaque commune. Et cette fois-ci, je crois que l'arbitrage, tu vas pouvoir nous en parler parce que ça a été un arbitrage assez exemplaire. D'habitude, dans la CLECT, on se contente de voir les dépenses des communes les 10 ans précédentes et puis on leur calcule donc leurs frais en fonctionnement et les charges en investissement en fonction de ce qu'elles ont individuellement dépensé dans les 10 ans qui précèdent. Sauf que dans cette histoire-là, les mauvais élèves s'en sortent toujours gagnants. Ceux qui n'ont jamais fait de travaux, ni d'entretien, de fonctionnement sur leur réseau, ni carrément d'investissement de gros travaux pour refaire des canalisations, les remettre en bon état, et qui vivent avec des canalisations un peu cassées, etc., comme ce n'est pas toujours très gênant, ceux-là, dans un cas comme ça, seraient privilégiés par rapport aux communes qui ont toujours pris soin, comme nous l'avons fait, de faire des marchés pour justement nettoyer les caniveaux, etc. Ou investir, comme nous avons voulu le faire et nous l'avons fait de toute façon également, pour réparer des réseaux pluviaux souterrains enterrés en mauvais état. Donc il semblerait, au vu des chiffres, mais je pense que Xavier va pouvoir nous en toucher deux mots, que la commission de transfert de charges de l'agglomération ait choisi une autre option plus égalitaire. Oui, tout à fait. En fait, il a été calculé en fait un tunnel qui permettait d'encadrer du coup les différentes charges de fonctionnement qui avaient été déclarées. Certaines communes bien évidemment, avaient des dépenses très élevées, d'autres les avaient sous-évaluées. Il est très difficile, étant donné la typologie des différentes communes,
de trouver un même mode de calcul. Ce tunnel, en fait, a été calculé avec plus ou moins 25% par rapport à la moyenne, soit entre 770 € et 1280 € par kilomètre. Par kilomètre Par linéaire. kilomètre de réseau. D'accord. Les communes inférieures, les communes qui étaient inférieures au seuil plancher, en fait, auront donc une contribution minimum à hauteur de 770 € de kilomètre de réseau, et les communes qui avaient un calcul supérieur au seuil plafond, elles, auront une contribution maximum de 1280 €. Cela évite de pénaliser les communes qui avaient bien travaillé, qui avaient un réseau qui était en état, et donc qui avaient investi pour leur réseau, par rapport à celles qui, au contraire, avaient un peu laissé tomber ou avaient oublié que le pluvial était quand même un réseau qui s'entretenait. Est-ce que vous avez des questions? On peut vous donner, juste pour information, annuellement, en fait, la participation qui a été demandée sur l'ensemble de ce tableau, à la fois en fonctionnement, mais surtout en investissement, à l'ensemble des 28 communes, couvre une enveloppe de 900 000 €, sachant que l'enveloppe calculée de base de l'agglomération en investissement toujours, elle sera de 2 900 000 €. C'est-à-dire que les 28 communes ne contribuent qu'à même pas un tiers de ce que l'agglomération va mettre pour les investissements au niveau des réseaux d'équipement d'eau pluviale. Juste pour vous donner un petit peu plus de 2 millions donc, seront à la charge de la CDA, ce qui va permettre de rattraper dans certains cas des retards aussi sur des réseaux qui n'avaient jamais été réparés depuis longtemps, etc., et qui devraient permettre d'avoir un petit équilibre sur la gestion de cette compétence. Oui, En fait, le renouvellement intégral du réseau enterré des communes représenterait une dépense de 296 millions d'euros, soit 2,9 millions d'euros par an, sur la base d'un amortissement sur 100 ans. C'est la durée logique d'un réseau pluvial. D'autres questions sur le sujet? On peut passer au vote. Est-ce que vous êtes d'accord pour ces sommes et ce transfert, donc à la fois en fonctionnement et en investissement? Donc des voix contre, des abstentions, les voix pour. Donc à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Et nous allons passer à la délibération suivante, la dernière de cet ordre du jour, qui porte sur une délibération assez connue des anciens élus, mais que les nouveaux vont découvrir, dont vous avez déjà entendu parler de toute façon, c'est l'adhésion au service de remplacement du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime. Donc c'est la mise en place d'une nouvelle convention cadre. Il s'agit d'une délibération qui nous permet, en cas d'absence, problème de santé, maladie ou autre, d'un agent territorial, donc de la fonction publique, de pouvoir le faire remplacer dans les meilleurs délais par le centre de gestion. Sachant que c'est également le centre de gestion de la fonction publique qui forme nos personnels, qui est responsable justement du concours et de la formation de toutes les secrétaires de mairie, entre autres, mais qui fait aussi de nombreuses formations pour toutes les typologies d'emploi de la fonction publique. L'immense majorité des formations suivies par nos agents dépendent du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime. La commune de Clavette est un partenaire historique en fait du centre de gestion de la fonction publique.
on est sur une création qui date du 24 janvier 1984. Donc ça fait quand même presque 40 ans maintenant que le centre de gestion existe, que la commune de Clavette donc, y a adhéré, peut-être pas tout à fait 84, mais en tout cas, je suis absolument certaine que déjà le recrutement, la mise en place de notre ancienne secrétaire générale qui est restée plus de 20 ans à Clavette, qui est entrée en 93, s'est fait avec l'aide du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, ce qu'on vous propose au vote, c'est est-ce que vous êtes satisfait des services du centre de gestion de la fonction publique? Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous renouvelions à nouveau la convention cadre qui nous unit au centre de gestion de la fonction publique? Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui, moi j'en ai une. Oui. Juste, si toutefois il n'y avait pas ce centre de gestion, les recrutements se feraient par quel biais? Comme ils se font de temps en temps quand le centre de gestion n'a pas toujours quelqu'un à mettre immédiatement à disposition, ils se font par l'aide à l'emploi aussi, ça nous arrive parfois. Dans ce cas-là, ce sont des contrats privés. Alors que dans le cadre du centre de gestion de la fonction publique, ce sont des contrats de fonctionnaires déjà, on va dire, plus qualifiés pour le poste parce que plus adaptés pour le poste. Mais pour autant, on a fait souvent appel à l'aide à l'emploi également et ça se passe aussi bien avec eux. Et c'est vrai que sur des remplacements longs, c'est quand même, on a toujours préféré, et ça s'est toujours mieux passé, particulièrement sur des postes, par exemple, de secrétaire de mairie ou des postes extrêmement qualifiés en fonction publique, on va dire, certaines catégories C ou autres. On a souvent fait appel à eux et c'est vrai qu'entre un dépannage simple de temps en temps avec l'aide à l'emploi et un dépannage plus long, un peu plus technique, administratif, compliqué, parce que vous avez pu remarquer depuis les élections que c'est de plus en plus compliqué, la fonction publique, même la tenue des conseils municipaux, même l'organisation de toute une mairie. Et c'est vrai que ça demande des compétences de plus en plus spécialisées, pointues et administratives. Et c'est vrai qu'on travaille avec les deux, mais pour certains postes, on a toujours un meilleur recrutement. Je ne pensais même pas que c'était possible, justement, c'est pour ça ma question. Si. En fait, je ne pensais pas que, justement, on pouvait recruter par le biais du privé quand on était un... De plus en plus de mairies, parfois, pour des ouvertures de postes, on va dire, à test ou dont ils ne sont pas absolument sûrs, recrutent, enfin j'ai même vu le cas récemment sur une commune de l'agglomération où le recrutement d'un directeur général des services s'est fait en contrat privé, donc pas par le centre de gestion de la fonction publique. Mais c'est vraiment quand il n'y a pas d'autre solution. Oui, c'est ponctuel. Personnellement, je travaille, j'ai un collègue qui vient d'être recruté, il a 55 ans. On ne voit pas l'intérêt de le prendre en tant que stagiaire et titulaire. Il a plus que 5 ans à faire, il le laisse sur un contrat de droit privé. Tout à fait, mais c'est ça, pour des fins de carrière. C'est plus pratique. Voilà. Oui, ponctuellement. C'est ça, pour des fins de carrière comme ça, 55 ans, de toute façon, je veux dire, il a un maximum 7 ans, suivant la carrière qu'il a eue avant lui, parce que s'il a commencé tôt, c'est même 5. Effectivement, vous avez raison Delphine, il y a des cas où ça n'est pas nécessaire. C'est pour ça que les deux options sont possibles. Mais ce qu'on vous demande là, c'est de ne pas nous fermer l'option fonction publique. Donc, Donc, c'est vrai que pour la formation, c'est super important. Le CNFPT, c'est un très bon centre de formation. Tout à fait. Alors après, c'est pas le seul, et heureusement aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de, par exemple, lié au Covid, de formations annulées, et c'est bien d'avoir d'autres formations en complément à côté aussi. Mais on va dire que c'est un contrat, enfin c'est essentiel pour une mairie d'avoir de bons rapports avec le CNFPT et d'avoir une convention cadre avec le CNFPT. Le centre de gestion de la fonction publique. Voilà. Et voilà, tout est lié avec ce centre de gestion de la fonction publique. D'autres questions?
On va passer au vote. Donc, des votes contre, des abstentions. Ah, une abstention. Marie? Non, regardez Non, pas une méchamment. abstention. Oui, non, c'est bon, c'est qu'elle. Voilà. Et donc, des votes pour. La prochaine fois, je suis fusillé, je le Eh vois. bien, alors, pas de souci. C'est que le masque, des fois, ça donne des difficultés J'ai bien d'interprétation. vu là-bas. Vous ne savez pas si tu rigolais ou pas, Je ne donc rigole jamais, moi. elle a eu un doute. C'est bizarre comme. Donc, merci beaucoup. Je déclare la séance terminée.